Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide de Washington, très content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Bernie Sanders a obtenu un solide soutien des démocrates progressistes et des jeunes électeurs pour parvenir à ce résultat dans le New Hampshire. Notre campagne ne vise pas seulement à battre Trump. Il s'agit de transformer ce pays. Il s'agit d'avoir le courage de s'en prendre à Wall Street, aux compagnies d'assurance, aux compagnies pharmaceutiques, à l'industrie des combustibles fossiles et au complexe militaro-industriel. L'ancien maire Pete Buttigieg occupe la deuxième place après avoir terminé premier dans l'Iowa la semaine dernière. Pete Buttigieg s'est engagé à rassembler les démocrates. La surprise de la soirée a été la confortable troisième place du sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar. Klobuchar a rechargé sa campagne avec un élan tardif de soutien d'électeurs modérés et une forte performance dans le débat de vendredi dernier. La place de Klobuchar parmi les trois premiers s'est assurée aux dépens du sénateur de Massachusetts, Elizabeth Warren, et de l'ancien vice-président Joe Biden. La cinquième place de Biden a été un coup porté à ses espoirs présidentiels, bien qu'il ait juré de se battre quand il a parlé à des partisans de la Caroline du Sud. Alors, quand vous entendez tous ces experts et conférenciers parler de la course, dites-le leur, ce n'est pas encore fini, nous venons juste de commencer. L'homme d'affaires Andrew Young et le sénateur de Colorado Michael Bennet ont tous les deux suspendu leur campagne après de mauvais résultats dans l'Iowa et le New Hampshire. Une dizaine de cadavres ont été retrouvés dimanche dans la cité de Mangina après une attaque d'un groupe rebelle dans la province du Nord Kivu. Vendredi, des combattants des forces démocratiques alliées ont tranché la gorge de 8 personnes à Mangina. 2 jours plus tard, 2 femmes et 5 hommes ont été tués à Makeke, la ville voisine. Une situation qui a provoqué la panique et un exode massif vers la ville de Beni. Malheureusement aussi à Mangina, il n'y en a pas de la population. La population de Mangina avait déjà pris fuite ou se déplacé vers Beni, dans le secteur de Madiwe, par même une autre partie. À l'entrée de Beni, une barrière est érigée par les autorités qui procèdent à l'enregistrement des déplacés, au contrôle des identités et des marchandises. Des agents de santé et membres de l'équipe de riposte contre Ebola prennent la température de ces personnes qui arrivent. Nous sommes toujours inquiets de la situation et elle ne semble pas prendre fin. Que le gouvernement nous vienne en aide et aide aussi les autres victimes face à ces massacres qui durent depuis des années, ça suffit. Pour rappel, tout se déroule dans une zone touchée par l'épidémie. Déclarée en août 2018, Ebola a déjà causé la mort de 2553 personnes sur 3431 cas de contamination dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La région de Beni, à cheval sur les 2 provinces, a été attaquée à plusieurs reprises par les ADF qui, selon les militants, ont massacré plus de 300 personnes depuis octobre. Les efforts visant à contenir l'épidémie d'Ebola ont toujours été entravés par les attaques contre les agents de santé. Une dizaine de cadavres ont été retrouvés dimanche dans la cité de Mangina après une attaque d'un groupe rebelle dans la province du Nord Kivu. Vendredi, des combattants des forces démocratiques alliées ont tranché la gorge de 8 personnes à Mangina. 2 jours plus tard, 2 femmes et 5 hommes ont été tués à Makeke, la ville voisine. Une situation qui a provoqué la panique et un exode massif vers la ville de Beni. Malheureusement aussi à Mangina, il n'y en a pas de la population. La population de Mangina avait déjà pris fuite ou se déplacé vers Beni, dans le secteur de Madiwe, par même une autre partie. À l'entrée de Beni, une barrière est érigée par les autorités qui procèdent à l'enregistrement des déplacés, au contrôle des identités et des marchandises. Des agents de santé et membres de l'équipe de riposte contre Ebola prennent la température de ces personnes qui arrivent. Nous sommes toujours inquiets de la situation et elle ne semble pas prendre fin. Que le gouvernement nous vienne en aide et aide aussi les autres victimes face à ces massacres qui durent depuis des années, ça suffit.
Pour rappel, tout se déroule dans une zone touchée par l'épidémie. Déclaré en août 2018, Ebola a déjà causé la mort de 2553 personnes sur 3431 cas de contamination dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La région de Beni, à cheval sur les deux provinces, a été attaquée à plusieurs reprises par les ADF qui, selon les militants, ont massacré plus de 300 personnes depuis octobre. Les efforts visant à contenir l'épidémie d'Ebola ont toujours été entravés par les attaques contre les agents de santé. C'est depuis 2012 et dans notre projet de société que nous avons dit qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait le résoudre par le dialogue. Le plus terrible et le plus triste, c'est que ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la crise a pris la tournure que nous connaissons aujourd'hui, conflit armé, nous avons proposé au gouvernement qu'à défaut pour le président en fonction d'aller dans les régions anglophones pour tenir un discours d'apaisement, qu'il envoie une délégation politique composée des représentants, des membres du Parlement représentant divers partis politiques à l'Assemblée nationale, composée des leaders religieux et des leaders de la société civile ainsi que des chefs traditionnels, porteurs d'un message de paix et d'apaisement. Cela n'est jamais arrivé, et d'ouvrir ensuite le dialogue. Je voudrais indiquer très clairement ce que nous avons proposé comme solution. C'est une approche en 4 points. Le premier point, c'est de remettre en liberté, de libérer tous les prisonniers politiques anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise, sans tenir compte des actes posés par les uns et les autres. Et je dis y compris M. Ayouk Tabé Sissikou et ses camarades qui ont été condamnés récemment à la peine à vie, à l'emprisonnement à vie et qui sont détenus à la prison principale de Yaoundé. Il faut les libérer pour leur donner la possibilité d'abord de respirer, d'aller voir ce qui reste de leur famille dans les zones en question, mais surtout de se concerter entre eux pour arrêter leur position et désigner leurs représentants à ce dialogue. Ce sont eux les leaders, justement, de la communauté anglophone dans lesquels la plupart des personnes se reconnaissent. Est-ce que vous êtes en contact avec les leaders sécessionnistes? Non. Évidemment, j'ai rencontré M. Ayouk Tabé Sissikou lorsque j'étais en prison, puisqu'on était dans la même prison. Donc, on ne pouvait pas ne pas se rencontrer, c'est la moindre des choses. Donc, la deuxième étape, c'est de négocier, que les forces de défense camerounaises négocient un cessez-le-feu avec les groupes armés anglophones. Non pas pour que les militaires, les forces de défense camerounaises déposent leurs armes, mais pour créer les conditions de sécurité pour que les groupes armés déposent les leurs, sans courir le risque que l'on tire sur eux. C'est pour cela que nous avons dit cela doit s'accompagner du retrait des forces armées, ce qu'on appelle les forces de 3e catégorie de la zone, pour que le maintien de l'ordre soit assuré par la police et la gendarmerie. Troisième chose à faire, troisième étape, mettre sur pied un plan d'urgence, de reconstruction, notamment des villages qui ont été rasés. Parce que vous ne pouvez pas demander aux populations de rentrer chez elles, aux populations déplacées dans les zones francophones de rentrer chez elles, alors que ces populations n'ont plus de chez elles. Leurs maisons ont été détruites. Donc, il faut un plan de reconstruction rapide, même provisoire, des villages pour permettre aux gens de rentrer et d'envisager les constructions durables plus tard, puisque je m'étais engagé, si j'avais été en capacité de gouverner, non seulement de reconstruire les villages, mais d'aider toutes ces populations financièrement, matériellement, à reprendre une vie normale. Enfant, Cassiem Maurice jouait dans ces rues jusqu'à un certain 11 février 1966. À cette date, le régime de l'apartheid a déclaré son quartier multiracial du Cap zone blanche. 50 000 personnes ont été expulsées de force de ce quartier, toujours connu sous l'appellation de District 6. À environ 300 mètres d'ici, c'était notre maison. Je me souviens encore du jour où le groupe Area Act est venu dire à mon grand-père qu'il devait déménager. Des milliers de familles ont été déracinées et dispersées dans les townships périphériques du Cap. Après la fin de l'apartheid en 1994, de nouvelles lois ont permis la redistribution des terres, mais seules quelques familles ont été ramenées dans le district 6. Ils n'avaient ni les compétences nécessaires, ni la main-d'œuvre requise, ni l'infrastructure. Et surtout, bien qu'il y ait eu de l'argent, l'argent a été gaspillé. En 2018, les héritiers de certaines familles expulsées ont traduit le gouvernement en justice et remporté le procès. Le tribunal a ordonné l'État de construire 954 maisons pour reloger les familles d'ici 2024. Malgré cette décision historique,
Kassiem estime que tout n'est pas encore résolu. Le traumatisme est là, c'est déjà arrivé, donc il ne peut pas être effacé, même si nous revenons au district 6. Ce traumatisme ne nous quittera jamais, il sera toujours là. Sa compagne Nouran reste par contre optimiste. Je pense que cela lui apportera un peu de paix quand il rentrera chez lui. Il va s'en sortir. Il sera toujours têtu, mais il ira bien. L'apartheid a laissé les cicatrices dans toute l'Afrique du Sud, notamment dans la répartition inégale des terres. Si elle est bien exécutée, la décision d'autoriser enfin les résidents du district 6 à rentrer chez eux pourrait être un pas vers la guérison des blessures. Pour les besoins de l'enquête, je suis allé à la rencontre d'un marabout parisien en caméra cachée. Dans mon chapeau, une histoire d'adultère inventée de toutes pièces. Il y a des produits qui se chargent, il y a des sacrifices qui se doivent faire, tout ça là, tu vois. Je dois faire des sacrifices ? Oui. C'est-à-dire ? Non, c'est moi qui fais ça. Ah, d'accord. C'est toi qui finances tout, mais c'est moi qui travaille. J'ai besoin de 7 caméléons. En tout, ça va faire 1350. 1350 €? Ouais. Mais c'est sur le travail après? Non, il n'y a pas de problème, n'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire tout pour bloquer vite. Parce que si vous n'êtes pas bloqué tout de suite là, parce que trop tard, tu vas le faire quelque chose. Prix de la consultation, 30 €, mais pour retrouver un mari fidèle, bien plus. Maître Baba, Maître Oumar ou encore Maître Abbas, on compte des centaines de marabouts en France et autant de victimes. Hélène a cru au pouvoir de l'un d'entre eux. C'est une fois, 2 fois de consultation. Et la 3e consultation, il m'a demandé 380 € pour entamer les papiers, pour l'Afrique, pour tout. Et toutes les fois que j'allais le voir, il me demandait 1500 €, 1000 €, 2000 €, toutes les fois, parce que faut que l'esprit il soit payé pour faire les sacrifices qu'il fait sur les animaux. Fragile et en dépression, Hélène est restée sous l'emprise de son marabout pendant presque 2 ans. Au total, elle a donné plus de 15 000 € à cet homme qui lui promettait monts et merveilles. Aujourd'hui, elle se bat pour récupérer son argent et retrouver celui qui l'a manipulé. L'association INAD a pris son dossier en main. 99,99% de marabouts qui sont sur le Internet, ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs professionnels formés pour la circonstance. D'après l'INAD, les victimes restent en majorité des femmes qui cherchent un retour d'affection. Mais les marabouts promettent aussi de résoudre bien d'autres choses. Protection contre les ennemis, impuissance sexuelle, chance au jeu, au commerce. Le travail, assure-t-il, est sérieux, rapide et efficace. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Samuel Eto'o-Fils dit non à l'idée d'organiser la CAN tous les 4 ans. L'ancien international camerounais estime que passer à une compétition quadriennale, comme l'a suggéré le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas une bonne idée. Est-ce l'intérêt des Africains d'organiser une CAN tous les 4 ans? Je crois que c'est plutôt celui des Européens. Ils veulent avoir à disposition les Mohamed Salah, Sadio Mané ou Pierre-Emerick Aubameyang. La FIFA défend l'intérêt des clubs européens, a déclaré le quadruple ballon d'or africain dans le débat africain sur RFI. Comment va-t-on financer notre football? Où va-t-on trouver l'argent? Avec une CAN tous les 4 ans, nous devons mettre notre football au niveau de celui des Européens, a ajouté Samuel Eto'o. Un avis qui tranche avec celui de Didier Drogba, ancien international ivoirien, qui s'est dit plutôt favorable à une CAN tous les 4 ans. Et puis, Pamphile Miayo est le nouveau sélectionneur des Léopards à Prime. La Fédération congolaise de football a annoncé la nomination de l'entraîneur du tout-puissant Mazembe à la tête des Léopards locaux. En remplacement de Christian Zengi-Mbiembe, ce dernier a dirigé la sélection durant la campagne des éliminatoires du CHAN 2020. L'ancien assistant de Florent Ibenge conduira l'équipe au prochain championnat d'Afrique des Nations, prévu en avril au Cameroun. La R du Congo, vainqueur du CHAN en 2009 et 2016, connaîtra ses adversaires de la phase de poule le 17 février à Yaoundé, à l'issue du tirage au sort. Et pour finir, Emmanuel Adebayor s'est engagé avec un club paraguayen.
L'Olympia, quadruple champion en titre du Paraguay, a annoncé la signature de l'attaquant togolais. À 36 ans, l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City évoluera aux côtés de son ex-coéquipier chez les Citizens. L'attaquant paraguayen Rocky Santa Cruz, meilleur buteur de la saison 2019 au Paraguay. Le Togolais, formé au FC Metz, finaliste de la Ligue des Champions en 2004 avec Monaco, était sans club depuis décembre 2019 et la résiliation de son contrat avec le club turc de Kayserispor. Voilà, on s'arrête ici pour les sports. On se retrouve demain. Bye. C'est bien. À demain. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. À demain si vous le voulez bien.